Alors, nous reprenons nos travaux. Alors, bonjour aux gens de l'Institut national de la santé publique du Québec. Alors, bonjour à vous trois. Tout d'abord, vous avez 10 minutes pour faire votre présentation, mais je vous demanderai de commencer par vous présenter et ensuite enchaîner avec votre mémoire. Merci. Merci beaucoup. Bonjour d'abord, Monsieur le Président, et puis bonjour, chers membres de la Commission. Je m'appelle Pierre Gerlier-Forest, je suis le PDG de l'Institut national de santé publique. On est évidemment très honorés par votre invitation. Vous faites un travail essentiel, puis on est vraiment heureux de pouvoir y contribuer. Je suis accompagné par deux excellentes collègues qui vont aussi pouvoir répondre à vos questions dans quelques minutes. Je vous les présente. Madame Christiane Thibault, qui est directrice scientifique à l'Institut, la direction de la santé environnementale, de la santé au travail et de la toxicologie. Madame Thibault représente aussi l'INSPQ sur le comité interministériel en sécurité civile. Et puis, à côté de moi, à ma droite, le docteur Lise Laplante, qui est médecin conseil et agente de liaison en sécurité civile, encore une fois, à l'INSPQ. La docteure Laplante a coordonné pendant maintenant presque 20 ans la cellule de garde médicale en santé environnementale au sein de l'INSPQ, une cellule qui fait l'évaluation et le soutien à la gestion des risques. Peut-être commencer par quelques mots sur la mission de l'Institut. C'est comme vous le savez toutes et tous, le principal centre d'expertise et de référence en santé publique au Québec. On a pour mission de soutenir le ministre de la Santé dans sa mission de santé publique. C'est un mandat évidemment très, très large qui va des laboratoires jusqu'aux politiques publiques. Ça couvre tout le cycle de vie des Québécoises et des Québécois. C'est un mandat que, là aussi, j'imagine, vous le savez, on l'exerce le plus souvent dans l'ombre, puisque notre rôle est surtout un rôle d'appui aux autres acteurs dans, encore une fois, tous les domaines de la vie. En sécurité civile, l'Institut est mobilisé dans le cadre de la mission santé du Plan national de sécurité civile. On réalise des travaux qui nous sont confiés par le ministre de la Santé dans les situations d'urgence. La loi constitutive de l'Institut a sa propre loi, prévoit que le ministre peut demander à l'Institut d'exécuter, dans le cadre de sa mission, des travaux en sécurité civile en priorité sur toutes les autres activités de l'Institut. En clair, on peut être mobilisé à tout moment et laisser tout tomber pour nous consacrer à des situations d'urgence. On mobilise au besoin nos deux grands laboratoires de référence. On a un laboratoire de microbiologie, le laboratoire de santé publique du Québec, puis un laboratoire de toxicologie, le Centre de toxicologie du Québec. On dispose, comme je l'ai mentionné, d'une cellule de garde environnementale qui est disponible en permanence 24 heures sur 24, 7 jours par semaine. Et on peut aussi mobiliser toute l'expertise transdisciplinaire qui existe à l'Institut, qui, comme vous l'imaginez, c'est une boîte d'à peu près 800 personnes, pour l'essentiel des experts. Donc, on peut mobiliser tous ces gens-là à tout moment, quelle que soit la nature du problème auquel on se trouve confronté. Une chose qu'on souligne jamais assez, la plupart des sinistres comportent tôt ou tard un enjeu susceptible d'affecter la santé de la population. Alors, qu'est-ce que c'est le rôle des gens de santé publique, des intervenants de santé publique, les médecins, les infirmières, les toxicologues, les chimistes, même les anthropologues? Ça consiste d'abord, au tout début, au débat, à aider à réduire les incertitudes. Dans les situations d'urgence, on ne sait pas toujours quelle est la nature du risque, on ne sait pas toujours quelle est la gravité de la situation, on ne sait pas toujours quelles sont les mesures qui doivent être prises, puis c'est à ça que ça sert des gens de santé publique, à venir réduire ces incertitudes-là, puis aussi, évidemment, à proposer les interventions qui s'imposent. On a toujours, dans l'histoire de l'Institut, répondu présent. C'est nous qui faisons l'analyse des colis suspects, c'est nous qui nous sommes occupés des aspects sanitaires de la tragédie ferroviaire à Mégantic, les inondations printanières en 2019, les feux de forêt de 2023, puis évidemment, comme vous pouvez l'imaginer, la pandémie de COVID-19. En fait, peu importe l'aléa, peu importe son ampleur, la complexité des enjeux, il y a toujours cette mobilisation interdisciplinaire à l'Institut, essayer de poser des diagnostics qui sont précis, qui sont nuancés, puis venir à l'aide des décideurs et des responsables. Concernant le projet de loi 50 qui nous rassemble aujourd'hui, la première chose à dire, c'est qu'on souscrit entièrement aux objectifs qu'il poursuit. C'est évident pour nous que tout au long du continuum de gestion d'un sinistre, les
mécanismes qui sont déployés par le ministère de la Sécurité civile doivent assurer la coordination de tous les intervenants, de toutes les parties. C'est la seule façon de garantir la cohérence de l'action collective et d'éviter la confusion et les dédoublements qui ajoutent en fait aux catastrophes pendant les catastrophes. Et donc, c'est certain qu'il y a un soutien complet à cette approche. Avec la multiplication observée des sinistres, la perspective d'avoir un projet de loi qui institutionnalise les mécanismes qui optimisent la réponse aux sinistres, la distribution des rôles et des responsabilités est bienvenue. On est aussi très satisfait de l'accent qui a été mis sur la résilience des communautés et sur la protection des populations, notamment dans le cas des incendies de forêt. On pense quand même que c'est possible de faire un certain nombre de suggestions sous l'angle de la santé publique, qui est le nôtre, pour essayer peut-être de bonifier ce projet de loi. Je voudrais en mentionner 3. Le mémoire qu'on vous a déposé fait une analyse beaucoup plus fine, avec beaucoup plus de recommandations, mais pour les fins là, de ma présentation, je voudrais me concentrer sur 3 idées. La première, c'est le fait que nos sociétés aujourd'hui font face à des risques inédits. La pandémie, vous le savez, c'était la première fois qu'on faisait face à une situation comme celle-là. Et ce qui est aussi arrivé, c'est la possibilité que plusieurs aléas se produisent simultanément ou en cascade. Vous vous rappelez peut-être en 2021, la Colombie-Britannique a vécu, là, dans un délai très, très court, une succession vagues de chaleur, feux de forêt, inondations catastrophiques. Alors, ce genre de situation, on n'est pas à l'abri de ça. Et il faut tout de suite commencer à penser au renforcement d'une approche multirisque dans la planification qui va nous permettre de mieux comprendre les interactions potentielles entre les sinistres, puis aussi tenir compte des impacts psychosociaux de ces événements, parce que ces risques, ils se manifestent sur plusieurs registres différents. Il n'y a qu'une approche multirisque qui permettrait de les prendre en compte. Deuxième idée, c'est l'idée de clarifier la structure de gouvernance entre les régimes qui permettent d'encadrer les urgences sanitaires et les régimes qui font l'encadrement des urgences qui sont propres à la sécurité civile. Ça serait dommage qu'une imprécision entraîne de la confusion ou vienne entraver le travail d'intervenant en situation d'urgence. L'exemple qu'on a pris dans le mémoire, c'est celui d'un confinement qui serait envisagé en raison d'une menace qui est causée par un incendie ou un déversement de matières dangereuses. Ma collègue ici a été en première ligne, par exemple, dans une fuite d'ammoniac dans un aréna qui a obligé des évacuations. Mais on voudrait qu'on revienne à l'esprit de l'article 47.3 du projet de loi actuel, de la loi actuelle, qui dit qu'il y a une obligation enchâssée dans la loi de consulter les autorités de santé publique dans ces cas-là, parce qu'elles sont les plus aptes scientifiquement, objectivement, à dire c'est quoi la relation entre l'exposition à un danger biologique ou toxicologique et les effets anticipés, les risques pour la population. Troisième idée, c'est de prévoir de préciser par règlement la composition des structures de décision et de coordination, le mandat et les responsabilités de leurs membres. Vous le savez, quand vous regardez la trousse à outils de l'INSPQ, on a un grand éventail de techniques, de moyens, de méthodes, de compétences, de connaissances. Et tout ça, c'est à la disposition des intervenants de sécurité civile, aussi bien dans les états-majors où on fait les plans que sur le terrain, au plus près des intervenants. Et on suggère dans le projet de loi de prévoir par voie réglementaire l'idée de reconnaître le rôle d'intervenants comme nous, de façon à ce que les gens sachent qu'on existe, qu'on est disponible, mais aussi pour créer des voies de communication directes avec les gens qui font la planification en vue de se prémunir contre les situations d'urgence ou des sinistres. Alors, on espère que ces réflexions, ça s'appuie sur 25 ans d'expérience à l'Institut dans la gestion des menaces à la santé de la population, qu'on est conscient qu'on est à la fin de votre processus, mais qu'on va quand même contribuer à éclairer la discussion autour du projet de loi. Ça va nous faire vraiment plaisir de répondre à vos questions. Puis, comme je vous l'ai dit au début, merci encore une fois de nous avoir donné l'occasion de venir vous parler aujourd'hui. Alors, merci beaucoup pour votre présentation. Alors, nous allons débuter une période d'échange avec les élus. Alors, en commençant par M. le ministre pour un temps de 16 minutes 30. Merci, M. le Président. Merci, M. Lam, d'être là aujourd'hui. Merci pour votre mémoire.
pour moi, le premier constat, puis le constat que je veux de vous, c'est la 2023. J'ai posé la même question à pas mal tout le monde, puis je veux un peu avoir votre constat sur la saison 2023, surtout sur les feux de forêt, sur la santé publique, sur la santé des gens. La question que j'aurai nécessairement aussi, c'est les décisions qui ont été prises, vous vous souvenez, là, les décisions qui ont été prises d'aviser les gens de fermer les fenêtres. Souvenez-vous là, des épisodes pas de smog, là, mais oui, tout ce qui s'est rendu jusqu'à New York. On a dit aux gens, ceux qui avaient des problèmes de santé, de tout autre. Même chose en Abitibi. Mais avant de me rendre là, je veux juste que vous me donniez un constat là, sur la santé publique comme telle, d'événements qui risquent de nous toucher encore plus dans les prochaines années. On ne le souhaite pas, mais les conditions climatiques, les changements nous amènent à penser que ça pourrait être encore plus difficile. Donc, quel constat que vous faites rapidement, surtout d'une saison 2023 qui est extrêmement difficile, mais pour certaines personnes en tout cas? Excellente question. On discutait de ça entre nous. On essaie de faire le bilan de notre année ce matin en préparant la présentation de cet après-midi. Christiane a eu le privilège d'être en première ligne pendant cette saison des feux de forêt. Puis je pense que c'est elle qui est le plus à même de vous raconter son expérience. Alors, la situation, elle, a été tragique, comme vous le savez, à toutes sortes d'égards, à cause des menaces, à cause du choc pour beaucoup de gens, mais en même temps, pour nous, de notre point de vue, ça a été aussi une expérience qui a été plutôt positive en termes de la façon dont les gens ont travaillé ensemble. Christiane, tu veux prendre? Oui, avec plaisir. En fait, je suis la directrice qui représente l'INSPQ au comité ministériel Mission Santé. J'ai pu constater lors de l'événement, évidemment, que la sécurité civile constitue une force forte de coordination puis de mécanismes très solides. Pour moi, ça a été extrêmement efficace en termes d'intervention. Ce qui a peut-être manqué un peu de mon point de vue, puis ça a été excellent. On a été sollicités en termes d'expertise. On avait de l'information de façon très précise à un moment opportun. Les canaux de communication étaient excellents. Ce qui a manqué parfois, c'est qu'on avait des communications plus directes de l'organisation qui venaient vers nous directement, probablement parce qu'on avait les réponses rapides, puis on était en situation rapide. Mais ceci dit, une coordination efficace, éprouvée, extrêmement... J'étais très impressionnée là, de l'événement des feux de forêt de 2023. Ça fait assez longtemps que je suis en santé publique, mais c'était vraiment une bonne expérience à reproduire et à renforcer. Et je dirais que je pense qu'on gagnerait à connaître nos rôles et responsabilités mutuelles, de se connaître comme organisation, mieux connaître notre potentiel. Puis c'est là, je pense qu'on va gagner en... C'est beau d'avoir des structures, des communications, mais c'est surtout de se faire connaître, puis de faire des simulations, puis de vraiment travailler de plus en plus ensemble pour rendre vivante cette structure qui est forte. Je suis content de l'entendre de votre bouche. Puis l'autre question que je vous ai mentionnée au préalable, c'est toutes les opérations là, sur la prise de décision. Là, quand la SOPFEU nous avisait très tôt le matin, voici la situation de la journée, ce qui s'en vient sur un horizon de 24 heures, de même 12 heures, 6, 12, 24, 36, puis là, d'ici 2 jours, bien, le pan de fumée va atteindre XY nombre de populations. Comment vous avez été interpellé rapidement? Puis vous l'avez dit, là, vous êtes sous l'égide du M3S, mais vous êtes sur un comité d'urgence spécifique comme tel, donc vous étiez une actrice, des acteurs importants, donc vous étiez, avec le M3S, capable de réagir rapidement, puis c'est un message que j'ai relayé, puis que vous avez relayé aussi, là, maintes et maintes fois, qu'on soit en Abitibi, souvenez-vous, ou du côté de Montréal, donc là-dessus, ça a bien fonctionné, j'imagine? Oui, tout à fait. On avait l'information... à temps opportun. On avait des rencontres très précises et très efficaces. Puis l'autre point également, pour nous, c'était précieux. En fait, on est en lien avec le ministère, évidemment. On était avec notre collègue du ministère de la Santé, la Direction nationale de la santé publique. Et on était vraiment en duo et avec la cellule, le comité interministériel.
Puis nous, de notre côté, bien évidemment, on avait des modèles, qu'on s'appuyait sur des modèles pour prévenir, pour prévoir le panache, comment le panache allait se disperser à travers le territoire. Ça aussi, c'était tout un défi d'aller chercher les données. On s'est doté d'outils, on s'est accoquiné avec les amis météorologues canadiens pour aussi comprendre le phénomène, comment le panache va se disperser, puis quelle population qui va être touchée. Donc, on était vraiment en communication, puis avec aussi le ministère de l'Environnement, qui était aussi notre partenaire. Je pose la question parce que je l'avais posée l'année passée, puis on me dit à ma connaissance non, mais est-ce qu'il y a eu des effets collatéraux, des effets plus négatifs sur la santé de certaines personnes? Ça n'a pas duré longtemps, mais quand ça... Je me souviens en Abitibi, là, quand l'image m'est restée, là, quand tu t'arrives puis tu vois que c'est jaunâtre puis qu'il tombe des cendres, tu mesures jusqu'à quel point tu es content d'avoir une santé forte, mais à quelque part, il y a des gens aussi qui devaient fermer les fenêtres, qui ne pouvaient pas être dehors, qui ne pouvaient pas aller courir, ni même marcher. Oui, tout à fait. Ni même marcher. Donc, c'était pas banal comme situation. Donc, y a-t-il des effets, selon vous, à long terme ou des effets là, qui ont frappé certaines personnes à votre connaissance? Moi, on m'avait dit non, là, mais... Par ma connaissance, si tu veux parler. Je peux parler, mais bonjour. Donc, à long terme, on n'a pas nécessairement ces données-là pour le moment. Là. Je ne sais pas non plus si on va... C'est pas facile à avoir non plus là, ce genre de données-là, mais effectivement, à court terme, il pouvait avoir certains effets plus au niveau respiratoire, etc. Là. OK. Une des choses, je peux rajouter une petite chose, mais une des choses qu'on a apprises, nous, qui est importante dans notre... lorsqu'on s'est penché sur notre expérience aussi, c'est que ça a renforcé chez nous l'impression qu'il y a un investissement en formation des intervenants qui est nécessaire pour la santé publique. Et c'est certain que pour l'Institut, c'est devenu une de ses préoccupations principales en matière de sécurité civile. Ça explique aussi pourquoi on a eu une réaction favorable à l'idée d'une réserve d'intervention, en particulier d'une réserve sanitaire. Vous le savez, c'est un modèle qui a fait ses preuves dans d'autres juridictions, la France, les États-Unis, pour nommer au moins 2 pays. Et c'est certain que nous, ça nous a attirés en disant, on voit bien, il faut mieux préparer des gens pour pouvoir les déployer, qu'ils soient prêts à faire des interventions pour prévenir les effets à long terme dont vous parlez. Parlez-moi je lisais votre mémoire à la page 10, là, du modèle de Calgary, la séparation des équipes d'intervention et de rétablissement. Là, je suis juste un peu curieux de comprendre un peu l'Alberta qui a établi un cadre provincial de rétablissement. Expliquez-moi un petit peu ce modèle comme tel. L'expérience de Calgary est connue dans la littérature parce que vous vous rappelez des inondations en 2013, le centre-ville complètement recouvert d'eau, et ils ont été capables de tenir le Stampede quand même. Et ça, c'est en partie à cause de l'idée qu'ils avaient eue, ils ont été les premiers à le tester en conditions réelles. Ils ont mis une équipe dans un bunker à l'extérieur de la ville, puis ils leur ont dit, vous faites une seule chose, vous ne vous occupez pas de ce qui se passe en ville, vous préparez la reconstruction. Puis ces gens-là se sont concentrés, donc beaucoup moins fatigués, beaucoup moins stressés, mais complètement concentrés sur des mesures de reconstruction. Une mesure très technique, là, par exemple, rétablir l'électricité dans les maisons. Évidemment, il y a un code du bâtiment, il y a un code de l'électricité. Normalement, il faudrait avoir des équipes des compagnies d'électricité qui se sont dit non, les gens sont probablement capables de le faire eux-mêmes, on va construire un guide, et ça a permis de rétablir l'électricité très rapidement dans les banlieues de Calgary qui avaient été touchées par l'inondation. Et ça a montré, et ce modèle-là a été adopté depuis par beaucoup de villes américaines, de faire une différence. Il y a une équipe de rétablissement, ces gens-là se concentrent en disant, quand c'est fini, comment on fait? Les gens vont revenir chez eux, quelles instructions, quelles mesures doivent-ils prendre? Qu'est-ce qu'il faut faire comme suivi médical? Et ainsi de suite. Et mes collègues qui ont des questions. Je vais vous donner la parole à la députée de Labelle. Merci, M. le Président. Bonjour, Mme Jeannette du comté de Labelle. Bien que les feux étaient très loin quand même en Abitibi, le matin, tu te réveilles à Mont-Tremblant, puis la fumée nous empêchait de sortir sur nos balcons et l'événement Ironman est annulé. Alors, parce que les athlètes, les centaines d'athlètes qui étaient là auraient eu des dangers. J'aimerais que vous nous expliquiez la coordination là, qui s'établit entre, vous dites, les météorologues, et puis j'imagine comment ça se passe là, avec, évidemment, la montagne qui, eux, prenaient probablement ultimement la décision, puis ça doit se passer très, très, très vite, là, la décision. Donc, pourriez-vous nous expliquer, bien, premièrement, si vous avez été impliqué dans ce genre d'événement?
Puis comment ça se passait? La décision, ces genres de décisions-là sont prises par les directions régionales de santé publique. Nous, on est vraiment au niveau plus troisième ligne, deuxième, troisième ligne. Donc, on est en expertise. Donc, on conseille en termes d'impact, des effets à la santé, les risques à la santé, les mesures de protection, toutes ces choses-là. Puis c'est vraiment le local, les directeurs régionaux de la région qui s'occupent de ça. Oui. Parfait. Puis, dans un contexte, vous semblez dire que même dans d'autres événements, comme par exemple, une autre chose que j'ai vécue dans mon comté, une digue qui menaçait, il y a donc des impacts sociaux pour la population. Donc, même à ce niveau-là, quand, dans le fond, il n'y a pas d'inondation, il n'y a pas de feu, mais il y a un événement tragique qui fait qu'on est obligé d'évacuer des gens, vous dites que vous souhaitez aussi, c'est très nécessaire d'être impliqué aussi pour la santé mentale. Psychologique, oui. Psychosocial, le tissu social qui est détérioré par une situation ou un événement particulier. Donc, pour nous, puis nos études aussi le voient pour certaines thématiques, c'est important de bien connaître les impacts psychosociaux d'une situation particulière, de connaître le contexte historique, le contexte économique, le contexte social, le contexte pour bien, après, reconstruire ou pallier ou comprendre ce qui se passe en termes de thématiques. Des laboratoires tellement intéressants parce que j'y retourne, puis on sent l'émotivité. Quand on rentre dans le bunker là, qu'on appelait, les gens sont marqués par ces événements-là, et moi de même, parce que je l'ai vécu. On est encore... Fait que c'est tout ça que vous désirez, donc, documenter pour pouvoir, après, là, intervenir. Fait que, mais vous dites que ça fonctionne bien, dans le fond, à ce moment-ci, avec la coordination. Ce que j'entendais, c'est que ça fonctionnait bien. Oui. Super. Merci beaucoup. Ouais. Tu voulais rajouter quelque chose? Oui. Excusez-moi, j'aurais juste rajouté quelque chose. En fait, c'est que les impacts psychosociaux à court terme, il y a déjà des éclaireurs sur le terrain par la mission santé, mais ici, on parle aussi des effets à long terme. C'est important d'aller documenter parce que ça ne s'arrête pas après l'événement. Donc, c'est ce que voulait apporter Mme Thibault aussi. C'est pas juste le court terme. Non, les gens sont marqués pour plusieurs années. Oui. Nous sommes sur le terrain à Lac-Mégantic. Et on voit bien que les effets sont présents encore après 10 ans. Merci. Ça va? Oui. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, nous allons du côté de l'opposition officielle avec la députée de Westmount-Saint-Louis. Merci, M. le Président. Bonjour. Merci beaucoup pour votre témoignage et pour votre mémoire. Un plaisir de vous avoir avec nous. D'emblée, je souhaite vous poser une question. C'est pas la première fois que je le pose. On a reçu un commentaire d'un citoyen, un monsieur Lemire, qui nous dit qu'il était déçu de constater que la notion de sinistre n'inclut pas la gestion des risques de sinistres de nature technologique qui peuvent mettre en danger la population du Québec. À titre d'exemple, les réseaux de distribution d'énergie, la gestion des barrages, les systèmes de contrôle de l'eau potable, de filtration, de assainissement. Ce sont des infrastructures qui mettent la population à risque en cas de défaillance ou surtout d'intervention malveillante comme un cyberattaque. Puis la raison que je le soulève aussi avec vous, c'est parce que vous venez tout juste d'émettre un communiqué de presse. Fait que bravo, vous êtes ici, mais il y a un communiqué de presse qui vient d'être publié sur le réseau. Puis dans votre communiqué de presse, vous dites que l'INSPQ détient non seulement une expertise sur les changements climatiques et leur impact, mais également sur bon nombre d'autres menaces infectieuses, chimiques et radiologiques. Alors, est-ce que nous avons une modification peut-être à faire dans le projet de loi qui ne se retrouve pas présentement dans votre mémoire? Puis, dans le fond, je ferai référence. Je sais que c'est une longue préambule pour vous poser une question, mais c'est parce que, juste pour vous rappeler, dans l'article 2 du projet de loi, on parle d'un phénomène ou activité d'origine naturelle ou anthropique, notamment une inondation ou sisme, un glissement de terrain, un accident mettant en cause des matières dangereuses, l'effondrement d'une infrastructure, un incendie de forêt ou une pandémie. Mais on ne parle aucunement d'un cyberattaque, on ne parle pas de chimique, radiologique comme vous avez fait mention. Avons-nous une élaboration à faire, une modification à faire, suite non seulement à vos expertises, mais aussi parce que c'est 2024. Les choses avancent rapidement. Fait que peut-être vous pourriez élaborer là-dessus.
Christiane, veux-tu apporter ça? Peut-être Lise, oui, je pense que Lise. Oui. Oui, je peux commencer. Bon, en fait, la définition de risque anthropique, ça inclut ça. Pour nous, en tout cas, dans notre chose, mais peut-être que c'est pas suffisamment explicite dans le projet de loi. C'est peut-être quelque chose à regarder de ce côté-là, mais ça inclut les gestes malveillants, ça inclut différents risques technologiques, dont les risques, dans le fond, sont causés par les humains, entre autres, ou des technologies défaillantes ou des choses comme ça. Quel genre de mesures devons-nous mettre en place, selon votre expertise, quand nous faisons face à ce type d'état majeur, de sinistre, si vous voulez, mais d'attaque? Que devons-nous faire? Vous voulez dire avec les risques anthropiques, bien, il y en a différents types, là. Donc, selon les types de risques, on peut décider de mettre des choses en place. Ça va différer un petit peu. Mais, par exemple, je peux donner un réservoir, par exemple, de chlore qui serait à risque. Il y en a beaucoup dans les usines de traitement d'eau potable. Là. Habituellement, les mesures sont prises et sont adéquates. Là. Je ne veux pas faire peur à personne ici. Non, tout à fait. Mais si jamais le réservoir fuit, bien, on peut dire aussi, avant qu'il fuit, bien, peut-être qu'on peut essayer de voir quelle quantité, on peut réduire les quantités. Donc, la réduction à la source, ça peut être des choses comme ça, ou le remplacement de substances par des substances qui sont moins dangereuses, si c'est possible, des choses comme ça là, qu'on peut voir. Mais chacun des risques demande une analyse assez poussée aussi pour voir qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. Merci. L'autre expérience, c'est aussi de faire une place à ces risques-là dans les simulations et dans la préparation des équipes. C'est une chose importante là, qui fait partie là, du manuel de préparation des équipes. Être sûr qu'on est prêt à ces choses-là. Est-ce que c'est quelque chose qui existe déjà comme expertise, comme préparation? Oui, il y a des organisations qui offrent ce genre de service-là, mais il y a aussi, nous sommes à l'interne, on planifie une simulation justement pour se pratiquer à des situations de mobilisation d'expertise à différentes situations en cascade, mais qui va impliquer à la fois notre organisation, la désorganisation de notre structure, manque de Internet ou autres, de moyens de travail que les gens ont habitué de travailler, puis aussi de fournir l'expertise en plus. Donc oui, c'est de la pratique, c'est ça qu'il faut faire, c'est de la simulation de différents scénarios. Puis je suis d'accord avec... j'ai pointé Lise parce que Lise, ça fait des années qu'elle travaille avec la loi de sécurité civile et la loi de santé publique. Effectivement, Anthropique fait référence à tout ce genre de catastrophes sinistres, de situations qui Merci. Je vais faire référence à votre mémoire. Je souhaite vous entendre par rapport à... Vous faites référence ici à votre article, proposition 4. Vous dites que modifier l'article 48 du projet de loi afin d'assurer la composition de la structure administrative de l'organisme pour s'assurer qu'on a des représentants citoyens, milieux communautaires et municipaux. Peut-être vous pourriez élaborer un peu pourquoi nous avons besoin de faire cette modification. Pour la SOPFEU, en fait, oui, c'est ça. On souhaitait, en fait, avoir une représentativité, étant donné que le mandat de la SOPFEU change également, donc protection de la vie des citoyens, puis infrastructure et foresterie, d'avoir une représentation plus fidèle au mandat. L'autre aspect, c'est de mettre ensemble l'approche de la résilience qui est très bien portée par le projet de loi en ce moment. Et on ne peut pas faire de la résilience sans la population. Et donc, il faut l'impliquer, elle aussi, dans les structures de décision parce que c'est une des façons de les faire porter les solutions par la suite au moment des moments de rétablissement et de reconstruction dont on parlait tout à l'heure. Puis vous faites référence souvent dans votre mémoire de s'assurer que vous êtes évoqué comme un acteur clé. Peut-être vous pourriez élaborer pourquoi. Mais dans le fond, je pense que c'est des amendements que nous pouvons aborder pour s'assurer que tous les parties prenantes, c'est complet. Mais peut-être un exemple de si ça ne fait pas partie des amendements qui peuvent être abordés pour bonifier le projet de loi, que serait l'impact pour les NSPQ?
Lise, tu veux donner un exemple concret? Je vais peut-être juste répéter un petit peu votre question. Dans votre mémoire, Oui. si je l'ai bien lu, puis corrigez-moi si j'ai pas bien compris le sens, vous évoquez à plusieurs reprises partager les rôles, les acteurs clés, puis aussi d'identifier tous les partenaires, incluant évidemment Santé publique, qui souvent ne fait pas partie comme groupe que nous devons consulter ou qui devons faire partie des interventions. Fait que dans l'éventualité où on commence l'étude détaillée, puis on ne peut pas modifier le projet de loi, quel serait l'impact pour vous? Mais en fait, c'est sur la santé publique, entre autres, et évidemment l'Institut qui est en soutien aux autorités de santé publique. Bien, par exemple, si je prends un nuage, par exemple, une fuite d'ammoniac dans un aréna, et on se pose la question, est-ce qu'on doit évacuer, est-ce qu'on doit confiner une maison, une résidence de personnes âgées qui n'est pas très, très loin, mais qui n'est pas nécessairement directement sous le panache et tout ça. À ce moment-là, quand ils consultent la santé publique, nous, on est en mesure d'évaluer le risque, de regarder un petit peu tout ça sur le risque à la santé, évidemment, de la population. On sait que c'est des personnes vulnérables qui sont peut-être moins mobiles, donc on va considérer tous ces éléments-là dans l'ensemble et là, on va conseiller les autorités, c'est-à-dire les pompiers ou la municipalité pour dire, peut-être que ça serait mieux, eux, de ne pas les évaluer, mais les évacuer, mais plutôt de les confiner de cette façon-là, parce que l'ammoniac, c'est un gaz plus léger que l'air, vous voyez, faites ça. Donc, c'est un petit peu ce genre d'expertise-là qu'on peut apporter aux autorités de santé publique qui, elles, vont faire des recommandations plus directes que nous, à la municipalité et aux pompiers. Oui, il me semble que c'est comme un incontournable. Oui, tout à fait. Vous faites référence aussi à la page 15 de votre mémoire. L'article 51 n'oblige pas le ministère de la Sécurité publique de vous consulter. Puis, vous dites que peut-être nous devons prévoir de préciser par règlement la composition des différentes structures. Pourquoi pas le mettre dans la loi directement? Pourquoi par règlement? Pour nous, c'était parce que c'est une question qui vous appartient au fond, de décider comment régler ces détails-là. Ce qui nous importait, c'est qu'il y ait une solution pour ça. Mais on n'est pas les juristes, donc notre point de vue, on pensait que c'était une solution qui permettrait de le faire de façon souple et de prévoir aussi l'intégration de groupes différents à différents moments. Il y a des avantages à procéder par règlement, je pense, par expérience dans des cas comme ça. Parfait. On parle, je pense que j'ai le temps peut-être pour une dernière question, mais on parle beaucoup lors des échanges que nous avons avec les gens qui passent en audition de la formation, parce que il y a quand même l'article 33, paragraphe 6, on parle de désigner des organisations chargées de mettre en place des mesures visant à renforcer, à accroître les capacités, chose qui est saluée puis qui est bienvenue par plusieurs personnes qui ont passé. Est-ce que vous avez un rôle à jouer en ce qui concerne la formation? Peut-être vous pourriez élaborer un peu là-dessus. De façon générale, puis j'ai laissé mes collègues compléter, mais comme je l'ai dit tout à l'heure dans une réponse au ministre, oui, de façon claire. Notre réflexion en ce moment à l'Institut porte beaucoup. On a une mission de formation dans la loi de l'Institut. Et en matière de sécurité civile, on pense qu'on a un rôle plus important à jouer pour préparer les gens sur le terrain. Ce serait absurde de préparer des gens à des situations de crise, à des sinistres, puis de ne pas leur donner au moins des bases de connaissances en santé publique qui sont nécessaires pour comprendre comment réagir, quelles questions poser. On pense aussi que, encore une fois, pour nous, cette question-là est aussi très liée à la question de la réserve, de la façon dont a été insérée comme une possibilité dans la loi, parce qu'on y voit la possibilité de déployer des gens qui ont déjà ces formations sur le terrain et donc qui sont prêts à intervenir avec tous les outils scientifiques et intellectuels qui sont nécessaires pour être immédiatement actifs dans les situations dont on parle aujourd'hui. Je peux peut-être aussi, actuellement, nous sommes, en fait, le réseau, la santé publique est en train de se doter d'outils pour la prochaine, ou espérons pas, prochaine saison de feux de forêt. Et évidemment, la sécurité civile a un rôle de coordination, de cohérence, de message, de bien faire huiler la machine pour que ça roule très bien, mais avoir de la formation pour expliquer qu'est-ce que le potentiel de santé publique, les outils qu'on a, le potentiel en expertise en toxicologie, les laboratoires, tout ça est quand même un arsenal très intéressant
Donc, d'échange, est-ce que c'est de la formation ou plutôt de l'échange de compétences, d'expertise? Parce qu'en sécurité civile, ils ont énormément d'expertise également. Donc, c'est ce genre d'alliance qui permettrait d'être encore plus agile dans les réponses aussi. Excellent. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour tout ce que vous faites aussi. C'est précieux. Puis votre contribution a été très importante aujourd'hui. Merci. Merci, Madame la députée. Alors, nous allons du côté de la deuxième opposition avec la députée de Sherbrooke. Merci, Monsieur le Président. Merci pour votre mémoire, puis également, effectivement, pour votre expertise que vous mettez à contribution. On étudie un projet de loi qui concerne la sécurité civile en ce moment, mais j'ai le goût de faire appel à votre expertise plus large, puisque vous êtes quand même fin connaisseur de tous les impacts au niveau social, économique, psychologique, environnemental, des différents sinistres qui peuvent avoir lieu au Québec. J'ai le goût de vous entendre, compte tenu que vous connaissez l'impact des coûts dans tous les sens du terme, là, pas seulement financier, que peuvent représenter des sinistres comme ça. Trouvez-vous qu'on investit suffisamment pour l'adaptation au changement climatique, en prévention par rapport à ces risques-là? Oui, c'est une question intéressante, mais c'est pas une question facile parce que c'est pas notre mandat de refaire de l'analyse économique de ce type-là. Puis c'est une chose qu'on apprend à l'Institut, c'est de répondre à des questions sur lesquelles on a vraiment de l'expertise. Je ne pense pas qu'on est vraiment en mesure de répondre à une question d'évaluation économique de ce type-là. Est-ce qu'il faut se préparer pour les changements? Bien sûr. Est-ce qu'on investit, nous, dans nos propres programmes? Oui, bien sûr. Mais une évaluation globale qui porterait sur l'effort collectif au Québec, c'est vraiment une autre question. Puis c'est une question aussi qui demande une appréciation politique, ce qui est, alors là, est tout à fait à l'extérieur des capacités de l'Institut. Je comprends. Je vais vous demander à ce moment-là peut-être votre appréciation des moyens que vous avez à l'Institut, parce que comme vous êtes appelé à être mis à contribution dans toutes ces différentes catastrophes qui pourraient survenir au Québec, par exemple, qui sont appelées à se multiplier, à être de plus en plus complexes parce qu'il peut y avoir, par exemple, des catastrophes simultanées ou successives. Est-ce que vous considérez à l'Institut que vous avez suffisamment de moyens pour faire la recherche nécessaire, par exemple, pour déployer les équipes dans toutes les situations sur lesquelles vous pourriez être appelé à mettre votre expertise à contribution? Notre mode de financement à l'Institut est assez particulier parce c'est vrai qu'on a une subvention de base, c'est ce qui nous permet, par exemple, de faire fonctionner les laboratoires. Comme toutes les organisations publiques, il y a une pression financière qui s'exerce sur ces organisations-là. Mais pour le moment, je pense qu'on remplit les services pour lesquels nous sommes financés. Et puis, on est financé sur des mandats. Alors que si on recevait des mandats de formation particuliers dans les domaines dont on parle aujourd'hui, on les accepterait avec plaisir, puis on essaierait de mettre en place les programmes. Mais avec les moyens dont on dispose en ce moment, moi, j'ai vraiment pas à rougir du travail qui est fait par l'Institut dans ces domaines-là. J'ai l'impression que notre contribution est importante, sérieuse et qu'on a déjà un impact vraiment mesurable sur les décisions qui sont prises. En tout cas, dans le rapport qui existe entre santé publique et changement climatique. Bien sûr, puis j'espère que ma question n'a pas été comprise comme une remise en question de votre rapport. Là, je ne sais pas si vos collègues avaient quelque chose à ajouter. Non. Bon, bien, je vous remercie. Merci beaucoup. Ça va? OK. Alors, je vous remercie pour votre précieuse contribution. Alors, ceci met fin à nos travaux. Avant de terminer, je procède au dépôt des mémoires des personnes et des organismes qui n'ont pas été entendus au niveau public ici, mais par contre, je peux vous dire qu'ils seront pris en considération précieusement. Alors, la Commission ayant accompli son mandat ajourne ses travaux au mardi 26 mars, 9h45, où on nous entreprendra d'autres travaux. Merci beaucoup.